Bonjour, on est le samedi 3 avril 2021 avec une météo qui s'est nettement dégradée. Soit elle peut subir une amélioration, soit une dégradation. Et ici, c'est plutôt le cas d'une dégradation avec un vent. Bon, on n'a rien compris. Je peux vous dire que les gens n'ont rien compris parce que c'est pas un poisson d'avril, hein. Bon, il s'avère que en ce vendredi 2 avril, la météo a complètement changé. Alors qu'on avait un taux d'ensoleillement, une température clémente de 23 degrés, nous voici tombés vers des rafales de vent et du gel. Alors, comme si on pouvait s'attendre à de la neige. Comme je vous ai toujours dit, c'est une météo qui est variable, très variable. On ne sait pas ce qui peut s'y produire au cours d'une journée, au cours d'une semaine. Parce qu'en fait, c'est tellement, je veux dire, voilà, on passe du coq à l'âne. Et puis, puis inversement, on passe de l'âne au coq. Bon, du coq à l'âne, et puis de l'âne au coq. Donc, la météo, c'est ça. Il faut savoir apprivoiser la météo, sachant qu'elle est très variable, très variable. On ne sait pas ce qui peut s'y produire. Autant les gens font leur jardin pour pouvoir s'installer, et du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a du gel avec une possibilité, oui, avec un tel gel, une possibilité d'avoir de la neige qui tombe, hein. On ne sait jamais. Parce qu'un refroidissement pareil, en tout cas, les températures ont fortement chuté, au point où ça se ressent fortement, hein. Les gens étaient en train de préparer leur jardin pour pouvoir faire une petite sortie. Après cette longue période d'automne-hiver, parce que je considère qu'en automne il fait froid, les gens commencent voilà, à rester un petit peu chez eux, à faire du cocooning. Bon, certaines personnes peuvent faire un cocooning à travers une véranda, hein. À travers une véranda, ils sont mis, ils ont un environnement extérieur visible, comme s'ils étaient à l'extérieur, mais en plus ils sont protégés, ils sont à l'abri. Mais c'est comme s'ils étaient à l'extérieur parce que c'est du verre. Donc le verre, c'est comme si on voit tout. On voit tout dans la véranda. Et les structures à véranda, on va dire c'est très chouette. C'est très chouette parce que ça permet un certain cocooning, hein. Dès le moment où vous mettez une véranda avec du carrelage et un petit chauffage, vous mettez un sofa qui est un fauteuil, eh ben, ça vous permet de rester, vous pouvez lire, dormir, faire ce que vous voulez à l'intérieur de cette véranda, y être à l'abri et dans une certaine forme d'aisance, hein. Vous êtes bien installé, il vous reste plus que la petite sieste. Vous pouvez même installer quelque chose, voilà, une petite table pour manger, et puis vous pouvez passer votre moment, vos bons moments agréables dans une forme de nature, puisque vous voyez la nature à travers les vitres. Mais c'est juste que c'est du verre qui permet de vous isoler et vous mettre à l'abri. Et ça, c'est très chouette, c'est très bien. Ça reflète une certaine forme de cocooning. Et les personnes qui mettent une véranda, qui installent une véranda, sont en situation d'aisance, ils sont bien, ils sont bien, ils sont en contact quand même avec la nature, ils ne sont pas derrière quatre murs. Parce que dans une maison, on a quatre murs, enfin on a des murs, mais les seules vues vers l'extérieur, ce sont les fenêtres, et les fenêtres ne prennent pas tous les murs, hein. Par contre, une véranda, logiquement, j'ai bien dit logiquement, les verres sont partout, hein, logiquement. Qu'on peut avoir un mur sur le côté, et voilà, une vue sur trois verres, ou une vue sur une partie de verre, voilà, ou quatre parties de verre. On peut avoir des fenêtres vitrées sur quatre parties, ou sur trois parties. Bon là, on- voilà, on a en partie vitré, deux parties, on est encore en partie vitrée, une partie, ça fait presque, voilà, on se retrouve avec trois murs, hein, trois murs et une vitre. Bon, mais rien de tel que de profiter, je veux dire, des vitres et d'être en contact avec la nature.
D'ailleurs, ceux qui devraient construire une maison, je leur préconise de faire une large surface à la véranda. Parce que vivre isolé dans une habitation, c'est bien, mais derrière quatre murs, c'est vrai qu'il y a des petites fenêtres, mais l'idéal c'est de vivre au travers d'une véranda et d'être, on va dire, tranquille, tranquille derrière une véranda. Et pouvoir observer bien sûr la nature, c'est-à-dire les oiseaux, etc., etc. Les oiseaux, les animaux, le vent, le soleil, les nuages. Contempler les nuages qui font des... On peut regarder les nuages, ça donne des formes. Hein, ça fait tout des dessins, pourquoi pas. Il y a des jours, parfois, les nuages nous font des petits tableaux mouvants qui bougent, et ainsi de suite. Maintenant, si vous avez un jardin, vous pouvez planter des arbres, agrémenter votre jardin avec des fleurs, et la véranda, peut-être si elle donne sur une vue sur votre jardin, tant mieux. C'est encore mieux. Alors, vous pouvez vraiment rester zen dans votre environnement. Alors, je vais faire juste une petite vidéo qui va concerner donc la géométrie analytique plane. La géométrie analytique plane, ça va concerner exactement, parce qu'on peut faire beaucoup de choses là-dessus, juste les coordonnées cartésiennes, mais j'ai déjà vu ça, hein. J'ai déjà vu, mais je vais refaire juste, comment est-ce qu'on appelle ça, un petit rappel. Alors, cette géométrie analytique plane, bien sûr, elle va être en 2D, parce qu'elle existe en 2D et en 3D. 2D. Et là, il y a différentes formes de coordonnées. Donc, on peut avoir la géométrie analytique sur une droite, c'est la 1D. Géométrie analytique dans plane, en 2D. Et la géométrie analytique spatiale en 3D. Ben, je peux les noter, hein. Mais je vais faire de la géométrie analytique en 2D ici. Donc, on a la géométrie analytique en 1D. 1D. 2D. Et 3D. Alors, la géométrie analytique plane en 1D, on a... Qu'est-ce que ça veut dire géométrie analytique? Ben, ça va faire partie, c'est d'abord de la géométrie, hein. On étudie de la géométrie. Sur une droite. Donc on a la géométrie analytique sur une droite, 1D. Ensuite on a la géométrie analytique plane en 2D et on a la géométrie spatiale en 3D. Alors c'est quoi qui différencie tous ces trois groupements, ces trois domaines? C'est quoi qui les différencie? Le tout c'est de définir justement ce qu'est la droite, le plan et l'espace. Alors comment il va être défini? Ben, c'est par tout simplement un repère. C'est le repère qui va définir si on est sur une droite, un plan ou l'espace. C'est juste le repère. Le repère va décrire le fait qu'on se trouve, enfin qu'on va prendre en compte, c'est surtout ça, le repère va faire en sorte qu'on va prendre en compte soit de la géométrie analytique sur une droite, géométrie analytique dans un plan, géométrie analytique dans l'espace.
Donc il faudra un repère pour se dire, bon, quel type de géométrie on va utiliser, ça c'est déjà une chose. La seconde, on mettra un repère pour justement faire des situations. Situation. On va situer une droite, on va situer un point. Tout d'abord, on va situer un point, parce que la base de la géométrie, c'est le point. C'est le point. On définit un point, puis on définit ce qu'est une droite. Ensuite, on définit ce qu'est une courbe, ce qu'est les propriétés de deux droites parallèles, propriétés de deux droites perpendiculaires, et ainsi de suite. Ce qu'est un cercle, ce qu'est une ellipse, et ainsi de suite. Voilà, donc on définit ce qu'on appelle des éléments d'un ensemble. Et quel ensemble? À partir des points du plan. À partir des points du plan, on peut définir une droite. À partir des points du plan, on peut définir un cercle. À partir des points du plan, on peut définir comment est-ce qu'on appelle ça? Une ellipse, une courbe quelconque. À partir du point du plan, on peut définir une courbe quelconque. Elle n'a pas vocation à être particulière ou régulière. Un cercle, c'est régulier, c'est particulier. On retrouve des cercles je veux dire, un peu partout, et c'est une courbe régulière. Et toutes les courbes ne sont pas forcément régulières. Hein. Pour avoir dans l'espace, je peux dessiner. Bon, je vais dessiner. Voilà, voilà, tout ce que je dessine là, c'est des courbes du plan, c'est des objets du plan. Voilà, c'est des objets du plan. Je n'ai fait rien d'autre que dessiner des objets du plan. Hein. C'est des courbes d'allure un peu quelconque, c'est du n'importe quoi. Hein. Ah, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dessiné des points du plan. Et donc le repère permet de situer des objets du plan. Il permet de les situer. Et s'il arrive déjà à situer un point, on pourra situer n'importe quel objet. La base, c'est le point. La base, c'est le point. D'ailleurs, c'est très difficile de définir un point. La base élémentaire et le point. Et avec ce point, on en fait tous des objets. De ce point, on pourra créer tout ce qu'on veut. Je vais vous le dire, on pourra créer une droite, un cercle, parce que un cercle, c'est un ensemble de points. Mais répondant, je veux dire, une régularité. Voilà, c'est juste ça. Une ellipse, c'est un ensemble de points. Le dessin que je viens de vous faire, c'est un ensemble de points. C'est un ensemble de points. Mais ces points, la première des choses, c'est pouvoir les situer. Parce qu'ils sont, si je le mets sur une droite, il est où sur la droite? Je n'en sais rien. Donc en fait, il faudra définir un repère. Alors un repère est défini, bien sûr, par rapport à une origine. On se fixe une origine, le point 0. Alors si c'est un repère sur une droite, on a le point 0. Si on a un repère, c'est l'origine, définie par le point 0. Si on a un géométrie analytique plane, on l'appelle toujours origine O. Mais à ce moment-là, on a une coordonnée 0, 0. Et si on est dans l'espace, vous aurez compris qu'on aura 0, 0, 0. Alors ça, tout point aura ce qu'on appelle une abscisse, définie par rapport à l'origine. Et définie par rapport à une origine, et si vous voulez, un vecteur de base que j'appelle E, ou, enfin si je suis sur une droite, hein, si on est sur une droite, si le point doit être situé sur une droite, voilà, il faudra un vecteur de base qu'on appelle OE, ou si vous voulez OI. Donc il faut définir pour la 1D un repère pour avoir une situation, pour situer l'objet, la droite, le point, le cercle, il faudra le situer. Où est-il? Où est-il?
Mais où est-il par rapport à quelque chose? J'ai toujours dit que dès le moment où vous partez en vacances, vous êtes dépaysé, vous ne connaissez pas les lieux. Donc qu'est-ce qui se passe? Il faut commencer à prendre ses repères, c'est-à-dire vous allez voir où se trouve la place du village si vous êtes dans un village, où se trouve l'église si vous êtes dans un village, où se trouve généralement dans tous les villages il y avait une église auparavant, où se trouvait la ferme. Les fermes il y en avait plusieurs, c'est que maintenant les fermes ont disparu en majorité. Avant il y avait des fermes dans tous les villages, hein. Il y avait un fermier ou voire plusieurs fermiers, hein. Les fermiers c'était je veux dire dans les années 30, 40, on retrouvait des fermiers dans tous les villages. Tous les villages, il y avait des fermiers. Donc on peut situer une ferme, on peut situer, comme notre origine, hein, le cerveau va prendre des situations originelles pour commencer à entrevoir, à partir de ce point, comment situer les autres lieux. À partir d'un lieu, comment situer les autres lieux. C'est-à-dire que vous connaissez la place du village, vous connaissez le, le magasin pour lequel vous allez chercher les, voilà, l'alimentation, votre nourriture ou, ou autre chose. Eh bien, vous situez par exemple un magasin, c'est votre point d'origine, où vous situez l'église, où vous situez ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez, la ferme ou un monument qui va être le lieu, on va dire, qui va servir de, de référence. Par rapport à ça, vous allez dire, oui, mais la gare, bon, elle se trouve à autant de kilomètres du monument. Je sais bien qu'à partir du moment où il faut passer par tel chemin, tel chemin. Alors, on commence à se faire une situation et des relations, des relations, des relations. Alors, vous allez me dire c'est évident, pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui sont malades du cerveau, qui ont des maladies au cerveau, et, et ces choses-là, bon, ils ne sont plus capables de les faire, hein. Bon, il y a des personnes qui sont malades du cerveau, et je pense par exemple à quelqu'un qui a Alzheimer. Ah bon, au niveau situationnel, ça, c'est une problématique, hein. C'est une problématique, c'est pas donné à tout le monde, je veux dire, de se situer correctement. D'autres sont beaucoup plus vite, se retrouvent beaucoup plus vite, alors que d'autres sont vite perdus. Ils sont vite perdus. Voilà, donc il faut une référence. Et si maintenant l'exemple ne tient pas, n'a pas lieu d'être ici, dans mon cas de figure, eh bien je prendrai l'espace. L'espace, on prend un vaisseau spatial, on vous met dans l'espace, on vous éloigne du système solaire, et vous allez voir que là, vous allez perdre vos repères, et même vous n'aurez plus de notion ni de repères ni de temps. Voilà, le temps, pour vous, si vous n'avez pas pris de montre avec vous ou n'importe quoi, de toute façon, je veux dire, voilà, ce n'est pas un système qui calcule le temps avec une origine, vous serez perdu, vous ne serez pas et encore, ce sera le temps par rapport à la Terre, ça. Ce sera le temps par rapport à la Terre. Donc, parce que le temps est compté par rapport à la rotation de la Terre, hein. Voilà, la rotation de la Terre. Qu'est-ce que c'est que le temps? Ben, on comptabilise les années. euh, quand la Terre a tourné, une année c'est quoi? C'est la Terre a tourné autour du Soleil pendant une année, c'est ça l'année. Alors les fractions de l'année donnent le mois, le jour et les heures qui sont 24 heures, et 24 heures sont comptabilisées par rapport à ce que la Terre tourne sur elle-même. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. 24 heures. Mais maintenant, dès le moment où vous partez dans l'espace, ces notions de rotation là, qui étaient, on va dire, pour une référence solaire, bon, ça n'a plus aucun sens. Donc vous serez perdu dans l'espace, hein. Vous serez perdu dans l'espace. Parce que votre référence, c'est quoi? C'est les notions temporelles décrites par le système solaire. Dès le moment où vous sortez du système solaire, je veux dire, il faudra vous trouver une nouvelle référence, hein. Une nouvelle référence de lieu, une nouvelle référence de temps, hein. La référence lieu et temps de l'espace, vous ne la trouverez plus parce que vous serez tellement éloigné du système solaire que vous verrez plus, vous pourrez plus prendre ça comme référence. Voilà, donc c'est un peu la même chose ici. Alors pourquoi j'ai pris le système solaire en dehors du système solaire? C'est parce qu'en fait, ben, s'il y en a qui se disent ouais mais bon,
c'est pas vrai ce qu'ils racontent, ben, quand je suis dans un village, j'ai pas besoin de me repérer au tralala tralala. Ouais, d'accord, c'est parce que ouais, certains ont des cerveaux plus développés que le système de repère, ils ne font même plus attention et que ça devient tellement aisé pour eux que voilà, ils n'ont pas à se repérer par rapport à un lieu fixe. Voilà, ils ont un système de repérage bon, qui est très évolué et qui n'ont pas cette problématique-là de repérage dans un lieu. Dès qu'ils arrivent dans un lieu, ils sont déjà, on va dire, comme des animaux. Voilà, il existe parfois des chevaux bon, qui n'ont pas de cavalier, qui retournent tout seul, je veux dire, d'un lieu, d'un point A à un point B. Autant dire que les animaux ont cette faculté de repérage qui, sans commune mesure, on pourrait croire que c'est des animaux bon, qui n'ont pas de capacité de réflexion, mais croyez-moi que par exemple, euh, il y a des hérissons qui font toujours le même trajet pour aller manger chaque soir, hein. Donc ils partent d'un bois pour aller vers une habitation aller manger tous les jours. Donc ils ont un système de repérage, hein. Ils se repèrent, ils sont repérés par beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il n'y a pas que le flair du nez. Voilà, ils ont les capteurs sont, je veux dire, ils ont des capteurs que, bon, incompris, bon, c'est des capteurs qu'ils possèdent, hein. Ils possèdent des capteurs, ils ont un cerveau, ils savent bien, ils ont des sens, voilà, ils ont la faculté olfactive qui est beaucoup plus évoluée que l'être humain, etc., etc. Olfactif, euh, de tout, de tout. Au niveau du nez, du goût, de l'odorat, parfois même des oreilles. Ils ont des oreilles ils ont il y a des animaux qui entendent plus en fréquence plus que l'être humain. Les fréquences voilà, sonores d'un animal ne sont pas les fréquences sonores que peuvent entendre un être humain. Il y a des animaux très évolués. Alors bon, vous aurez compris que là-dessus, je pense par exemple des animaux voilà, qui peuvent vivre dans le noir assez facilement parce qu'ils ont voilà, des systèmes sensitifs qui ne sont pas les mêmes que les autres. Je pense par exemple à la chauve-souris. Je pense aux baleines qui peuvent communiquer, tout le tralali tralala, bon, et qui peuvent s'orienter. Maintenant, si on fait perdre leur capteur, ils vont se désorienter, ils vont retomber, je veux dire, sur une plage. Ils vont se perdre sur une plage parce que leur capteur a été désorienté. Et là, à ce moment, c'est une origine qui fait ça. C'est une origine probablement humaine, hein. Probablement humaine qui viennent voilà, perturber leur capteur et qui ils viennent se perdre à la plage. Bon, ceci étant dit, donc les poissons peuvent se repérer en mer, tout comme les animaux peuvent se repérer sur Terre. Et l'être humain peut se repérer, sauf si il est atteint d'une certaine forme de maladie qui ne lui permet pas de se repérer correctement. Et si maintenant certains ont une capacité de repérage facile et qui ne me croient pas, ben, il faudrait les ramener. Je dis il faudrait parce que c'est pas possible de le faire, mais dans les confins voilà, stellaires, pour bien montrer qu'ils seraient complètement perdus et qu'ils devraient prendre, et qu'à ce moment-là, qu'ils seraient obligés de prendre voilà, un astre dans les environnements pour se repérer et donc pour avoir un contexte espace-temps. Sinon, il serait complètement perdu dans son environnement qui serait voilà, le milieu interstellaire. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose, hein. On peut voir la même chose parce que si je prends une droite, c'est infini. Et là, c'est une infinitude idéalisée. C'est vraiment une infinitude. Alors que l'espace, en réalité, l'espace, les confins interstellaires, je ne sais pas si c'est vraiment infini. Personne n'en sait rien, personne n'en sait quelque chose, personne ne sait dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, personne ne peut apporter la preuve concrète que l'espace serait infini. Et dès le moment où on n'a pas la preuve concrète, euh, ben, on ne peut pas dire que l'espace est infini, donc ça reste une inconnue. Ça reste une inconnue. Et face à une inconnue, bon, il faut savoir parfois se dire on ne sait pas. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que l'espace géométrique est infini. Si je prends une droite, elle est infinie, dans le sens idéalisé, parce que bon, qu'est-ce que c'est que l'infini? Personne ne sait. Voilà. Le plan est infini et la géométrie spatiale est infinie. Alors maintenant, l'infinitude, on le voit sous la forme de l'œil humain.
mais il sera incapable de percevoir l'infini. Incapable, parce que le cerveau de l'être humain est très petit pour comprendre ce que c'est que l'infini. Alors si je prends par exemple un logiciel tel qu'Excel, Excel possède de nombreuses cellules, des millions de cellules. Alors c'est pour vous dire que qui a déjà travaillé ces millions de cellules? Personne. Personne. C'est pour vous dire que l'être humain a une vue restreinte. Suivant sa dimension, il travaille sur une feuille, voire 10 feuilles, voire 100 feuilles. Voilà, mais il n'ira jamais aux confins, je veux dire, du nombre de cellules qu'a une feuille Excel. Une feuille Excel, le nombre de cellules, voilà, c'est terrible. Hein. Et jamais personne n'a utilisé toutes ces cellules-là dans une feuille, jamais de la vie. Hein. Donc c'est surdimensionné. Ça veut dire que euh, l'être humain travaille à sa taille, à sa mesure. Dès le moment où c'est démesuré, bon, il ne travaille pas aux démesures. Il travaille souvent dans un espace mesuré et non pas démesuré. Donc il peut travailler dans le grand et le petit, mais pas l'infiniment petit ni l'infiniment grand. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'infiniment grand et l'infiniment petit? J'ai toujours dit qu'il faut c'est discutable. Donc il va travailler par exemple au nanomètre, pour faire par exemple des composants électroniques, par exemple. C'est ce qu'on appelle la nanotechnologie. Mais au-delà de ça, il peut envoyer une fusée sur Mars, voire même beaucoup plus loin. Mais de toute façon, ça reste très petit. Hein. Ça reste très petit par rapport au très grand. Donc l'être humain travaille sur des échelles qui lui sont propres. Par exemple, quand il va construire un bâtiment, les plus grands bâtiments qui existent ne dépassent pas le kilomètre hein, de hauteur. Aucun bâtiment ne dépasse le kilomètre de hauteur. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un kilomètre? C'est rien du tout. Hein. Bon, voilà, c'est pour vous dire. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que on est en face de soi, face à une géométrie analytique où on va prendre une droite qui est infinie. Une géométrie analytique plane qui va prendre un plan infini, et une géométrie analytique spatiale qui est un espace infini. Bon, alors bien sûr, on va travailler à taille humaine, à échelle humaine. Ça veut dire qu'on ne va pas traiter les infinitudes ici. On va traiter l'environnement où on est. Donc on va avoir un zoom sur uniquement dans les pourtours de l'origine. Dans le pourtour de l'origine. On va pas trop, je veux dire. Et s'il s'avère que c'était trop loin, eh bien à ce moment on fait un changement d'origine. On ramène une origine tout près de la figure. Si par exemple j'ai un repère, s'il s'avère que la figure est très éloignée, à ce moment-là on va plus prendre cette origine là que j'appelle R, mais je vais prendre une nouvelle origine qui va être tout près, que je vais appeler R'. Donc on peut faire un changement d'origine assez simplement. Hein. Je vais faire un changement d'origine et je vais travailler sur R'. Parce que R étant trop éloigné, ça va me donner du surdimensionnement de distance. Alors pour réduire les distances, je mets un nouveau repère R'. Et ça, c'est exactement le cas que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la personne qui partait dans l'espace. Il n'est plus, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est plus aux confins du système solaire, mais il est très peu éloigné, donc il va essayer de se retrouver à un as comme nouveau repère. C'est la distance. C'est des distances plus, on va dire, il ne va pas se référer par rapport à une distance qui est énormément éloignée, mais par rapport à se référer par rapport à quelque chose qui est proche. C'est ça que je veux dire. Et ici, c'est la même chose. Si l'élément, par exemple, je prends un cercle, il est trop éloigné par rapport au repère R, ben on va le mettre dans un repère R'. Il est plus proche. Voilà, on aura des meilleures dimensions, des meilleures cotes, des meilleures distances, plus petites, à échelle, à taille humaine. C'est ça que je veux dire. Donc, on peut changer de repère. Hein. C'est pas un problème. Un repère n'est pas fixe, immuable, loin de là. Le repère, il est, je veux dire, on peut prendre le repère que l'on veut. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un repère? Mais un repère, c'est pas qu'une origine, hein. C'est aussi une base. Alors justement, c'est ça que je voulais indiquer. Le repère est défini par une base, par une origine et une base. Donc, c'est-à-dire, si on a un repère sur une droite, on aura l'origine qui est O. Attention qu'ici, c'est le 0. Hein. Ne pas confondre 0 et O. D'ailleurs, il faudrait que je refasse ceci. Je vais l'écrire correctement parce que sur une droite 1D, l'origine O, pas confondre le O et le 0.
vaut 0. Alors en 2D, l'origine, c'est toujours O, mais cette fois-ci, ce sera 0, 0 son origine. En 3D, l'origine est toujours O, et on aura 0, 0, 0. Donc vous voyez que à partir de l'origine, on peut définir, on peut voir qu'on est en 2D. Hein. On voit bien qu'on est en 2D. Hein. On a 2 zéros pour l'origine. On a en 3D pour l'origine. On remarque, l'origine c'est là en 2D, en 3D, on la voit tout de suite. Hein. On la voit tout de suite, c'est clair et net. Hein. Il n'y a pas photo, c'est directement assimilé par la vue de l'écriture. La 1D, la 2D et la 3D. Au niveau de l'origine. Bon, mais justement, qu'est-ce que c'est qu'un repère? Un repère, donc on aura le repère 1D, le repère 2D et le repère 3D. Le repère 1D, ben, il aura besoin d'une origine et d'un vecteur I ou E. Je peux l'appeler E. Là, on aura besoin d'une origine O et d'un vecteur I. Une base, c'est une base. Et J. Il faudra une base. Ou E1, E2. O, E1, E2. Et en 3D, on aura O, I, J, K. On est en plein dans les espaces vectoriels, hein, je vous le dis tout de suite. On a affaire à un espace vectoriel. Donc on a toutes on a un espace vectoriel parce que ça répond à la notion d'espace vectoriel. Et donc, dans cet espace vectoriel, on a un espace, c'est un espace euclidien. C'est un espace euclidien. Il n'est pas courbe. Si je prends le plan, il est plan. Et la 3D, c'est 3 plans. Si je prends la droite, c'est l'intersection de 2 plans qui forment une droite. Voilà, donc, un plan, c'est plan. Et c'est plan, c'est plat. Donc, 2 plans qui sont plats, tous les 2 plats, s'il y a une intersection, ça donne une droite. Et la droite là-bas, 1D, ça peut être l'intersection de deux plans euclidiens. Le plan 2D, mais c'est qu'un seul plan euclidien. On n'a qu'un seul plan plat. Et géométrie analytique dans l'espace, c'est 3 plans plats. Donc on a bien un espace euclidien. L'espace euclidien peut être spatial, planaire ou voilà, sur une droite. En tout cas, on a des propriétés telles que les distances, la norme et la distance qui peuvent être reprises. Et on peut avoir la notion d'angle, hein, d'angle et comment on appelle ça, de distance, et donc de norme d'un vecteur. Qui dit distance dit norme. Hein. Si vous avez 2 points, on sait mesurer la norme. Hein. J'ai A, B, j'ai 2 points, j'en forme un vecteur, le vecteur AB, et on peut trouver la norme du vecteur AB qui est la distance AB. Qui est la distance AB. Ou, si vous voulez, on peut l'écrire distance de A à B. Voilà, donc toutes ces notions de distance sont reprises dans ces... bien sûr, un repère étant posé. Hein. On a posé un repère. Alors justement, quand on fait géométrie analytique, c'est bien de la géométrie. On va étudier des distances, des figures, des distances, des angles. On fait l'étude de distance, de mesure et d'angle. C'est bien des mesures, hein. Métrie, c'est de la... Voilà, géo, on fait de la mesure de lieu. Hein. C'est des mesures dans un... Voilà, de lieu, d'objet. Donc, géo, on va mesurer quoi? Ben, dans un plan, on va mesurer certaines choses. On peut mesurer beaucoup de choses. Hein. Distance entre 2 points, distance d'un point à une droite, distance d'un point
au centre d'un cercle, distance, etc. On peut étudier des lieux. Quel est le lieu géométrique, voilà, décrit par une équation, etc., etc. On peut étudier des lieux, on peut étudier des distances, on peut étudier des intersections, on peut des intersections entre deux droites, entre deux plans, entre une droite et un plan, etc. Voir l'orthogonalité entre deux plans, la perpendicularité entre deux droites, l'intersection entre... voilà. Et on peut bien sûr faire différents types d'opérations, tout ça. Hein. Parce qu'il suffit chercher la distance, ouais d'accord, mais on peut faire, ça c'est une opération. Chercher la distance et faire une opération. Mais on peut faire plusieurs opérations les uns à la suite des autres. On peut se poser, ou avoir une série d'opérations qui doit répondre à un besoin. Par exemple, je veux dire, trouver l'intersection, trouver le point pour lequel on a une droite qui est parallèle à une autre droite, et coupant un cercle, et coupant un cercle. Attends, je sais pas ce que je viens de raconter là, mais bon, enfin bref. Rechercher le point, je vais le mettre sous forme de dessin. Ah ouais, la géométrie analytique, justement, il faudra de l'analyse. Hein. Justement, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Il y a le mot géométrie. Géométrie, bon, on va faire des mesures hein, de toutes sortes, d'angles, de distances, etc. Des mesures algébriques, de référence. Par exemple, attribuer une coordonnée, justement, et c'est le but de la vidéo aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une coordonnée? Attribuer une coordonnée à un point, par exemple. Et donc, on peut avoir une série d'opérations, et ça fera partie de l'analyse. Par exemple, je vais dire, bon, soit une droite connue, un repère étant posé, un repère 2D. Voilà. Généralement, le repère 2D, on va le prendre orthogonal. Hein. Mais ça, je vais expliquer. Repère 2D, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, si je demande, on a une droite connue. Voilà D. On demande de rechercher la droite parallèle, passant par un point. Voilà. Passant le point. Il faut D1 parallèle à D. Voilà. Passant par A. Bon, ça c'est l'écriture inverse de A appartient à D1 parallèle D1 parallèle à D. C'est l'écriture inverse. Ça veut dire passant. D1 parallèle à D, passant par A, c'est A appartient à D1 parallèle à D. Voilà. Et donc là, il faut d'abord rechercher la droite parallèle, enfin ce qui pourrait être l'ensemble des droites qui sont parallèles à D. On en a une infinité de droites parallèles à D, mais il n'y en a qu'une seule qui passe par le point A. Donc l'unicité du passage par A nous permettra de trouver la bonne droite. Donc vous voyez que ça va demander de l'analyse. Hein. Et je vous prie de me croire que ce sont les systèmes d'équations qui vont permettre souvent, puisqu'en fait il faut trouver une coordonnée, il faut trouver un x ou un y. Donc ce sont les systèmes d'équations qui vont venir en aide ici. Et donc les systèmes d'équations, systèmes linéaires, parce que s'il s'agit de droite, ici c'est des systèmes linéaires. Donc les systèmes d'équations linéaires s'il s'agit que de droite. Ça va venir en aide à la résolution de trouver certaines choses. Donc, qu'est-ce qui va faire tout ça? Qu'est-ce qui va mettre en place donc, le système d'équations? C'est l'analyse. C'est l'analyse qui va nous mettre en place le système d'équations pour pouvoir, si vous voulez, le résoudre. Il faudra le résoudre. Là, on passera par une phase de résolution, donc de calcul algébrique, si vous voulez. On aura du calcul algébrique. Alors, on va faire appel à l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire nous permettra de résoudre les systèmes d'équations linéaires. Voilà quoi rime, je veux dire, la géométrie analytique, qu'elle soit sur une droite, analytique plane,
donc sur une droite, géométrie analytique plane, ou géométrie analytique spatiale. C'est de faire des recherches pour retrouver ce qui est demandé. On nous demande certaines choses et il faut les trouver par le calcul. L'aide au calcul, l'aide au dessin. Bien sûr, avant toute chose, il y a un dessin. Il faut faire le dessin. Dessin. Comment ça va se passer? On fait un dessin. On fait l'analyse. L'analyse. Ensuite s'ensuit le dessin à travers l'analyse. Bon, le dessin, l'analyse peut continuer quand on fait le dessin. Hein. C'est pas parce que l'analyse n'est pas forcément terminée quand on a fait l'analyse. Hein. L'analyse peut continuer. Donc ici, moi, ce que je dirais, quand je fais plus de dessins, plus éventuellement encore de l'analyse. C'est pas terminé, c'est pas forcément terminé. On peut analyser au départ et avoir terminé, puis faire son dessin et faire ses calculs. Voilà. Mais on peut aussi faire son dessin et encore analyser. La réflexion peut, la réflexion peut encore continuer quand on a dessiné le dessin, fait le dessin. Et puis bien sûr, quand on a fait l'analyse, on a la mise en équation, mise en équation. Pourquoi? Mais par rapport à quoi? Par rapport aux outils que nous donne la géométrie analytique dans le plan. Donc c'est des mises en équation qui ne sont pas n'importe comment, je vous le dis tout de suite, c'est sur base d'outils qu'on va aller rechercher de la géométrie analytique, point. Alors ça peut être sur une droite, sur un plan ou dans l'espace. On va rechercher les outils sur base d'outils de la géométrie analytique. Donc la mise en équation sur base d'outils de la géométrie analytique. Et puis bien sûr, quand on a formé toutes les les équations, ben, il faut les résoudre. Alors vous allez me dire c'est terminé? Non, parce qu'il faut la vérifier. Vérification, deux types de vérification. Une vérification algébrique, de type algébrique, vous remplacez dans les équations, ou tout simplement au niveau du dessin. Vous regardez si dans le dessin tout corrobore par rapport à ce qui a été établi. Et le canevas là, il est toujours identique, hein, il est toujours le même. Hein. Il est toujours le même. Voilà, on fait de l'analyse en posant les jalons nécessaires à retrouver la solution. On dessine, on peut encore en faire de l'analyse à ce moment-là. L'analyse, elle peut intervenir partout, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. La mise en équation, on peut encore faire de l'analyse. On peut se dire, se poser encore des questions au niveau de la mise en équation, pourquoi pas. Hein. L'analyse, elle peut avoir tout le long cours. Hein. Le traitement de l'analyse, c'est tout le long cours. On peut se poser des questions partout. Maintenant, si ça a été fait qu'une fois, l'analyse, au départ, elle est faite. Si elle est faite, et que vous avez tout en main, vous pouvez commencer tout le restant, tout va suivre. Mais il s'avère que parfois, l'analyse, elle est partout. Hein. Parfois, l'analyse est partout. Hein. Donc, je dirais, là, au départ, fatalement, on a de l'analyse, ça c'est sûr et certain. Mais après, c'est éventuellement de l'analyse. Là, on a de l'analyse. Là, je dirais dessin plus éventuellement de l'analyse. Mise d'équation sur base d'outils basée sur la géométrie analytique, plus éventuellement de l'analyse. Résoudre. On peut encore avoir de l'analyse là. Donc, ce que j'appelle ici analyse, c'est surtout de la réflexion. Hein. C'est de la réflexion, surtout le long cours. On a toujours des questions qui restent posées. Malgré qu'on a plein de résolutions, ben, on se pose encore des questions. On se dit, bon, oui, mais là-bas, ça ne va pas parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, comment faire pour voir
que ça aurait pu aboutir comme ça. Bon, tout ça, c'est les questionnements, c'est de l'analyse, hein. C'est du raisonnement, c'est un cadre de raisonnement, hein. Tout le long cours, on peut avoir un cadre de raisonnement, hein. Bon, maintenant, il se peut que l'analyse elle soit faite, vous n'avez plus qu'à faire les calculs, vous savez où vous allez, hop, à un moment donné, vous n'avez plus besoin d'analyse, vous faites tous vos calculs, vous avez la réponse et vous vérifiez, c'est tout. Mais parfois, l'analyse peut avoir tout le long cours. Alors la vérification, comme je vous l'ai dit, peut être algébrique ou sur base d'un dessin. Sur base d'un dessin. Alors c'est toujours bon de voir la vérification. On aime bien de voir que tout corrobore au niveau d'un dessin. Donc on est tout content quand voilà, la solution elle ressort. La solution ressort au travers d'un dessin, on est tout content. Ça paraît mieux. Et vous êtes arrivé à ce moment-là à vos fins. Donc vous êtes parti d'un point A pour arriver à un point de finalité B et retrouver ce qui est demandé. Donc vous avez fait complètement une étude analytique. Pour permettre, bien sûr, ça demande des connaissances, hein. Les outils que je vous ai dit ici, vous allez aller chercher des outils. Vous devez être outillé, c'est-à-dire connaître la géométrie analytique dans le plan, ou dans l'espace, ou dans les outils voilà, de géométrie. Vous devez connaître les outils de géométrie. Donc en quelque sorte, on va aller chercher dans une boîte à outils, si vous voulez, ce qui est nécessaire pour résoudre ce qui est demandé. Ce qui est demandé. Par rapport à un énoncé. Un énoncé. Alors, je vous dirai tout de suite que parfois il y a de la trigonométrie qui va intervenir. L'algèbre linéaire, ça c'est sûr. Mais parfois de la trigonométrie. Donc ce qui veut dire qu'il faut connaître sa trigonométrie. Les compétences de trigonométrie doivent être connues ici. Bon, celui qui ne connaît pas sa trigonométrie, je vous le dis tout de suite encore une fois, c'est qu'il ne maîtrise pas son sujet de trigonométrie. Il doit aller revoir la trigonométrie, il doit étudier sa trigonométrie. Tant qu'il ne connaît pas, c'est une vingtaine, 25, 30, il y a une trentaine de, comment on appelle ça, de formules. S'il ne connaît pas cette 30 formules par cœur, c'est que 30 formules, hein, on ne demande pas 50 000 formules. Hein. On n'en demande pas 50 000. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui sont ressemblantes, mais je veux dire, il faut les connaître par cœur. Il faut les connaître par cœur. Avant d'entamer de la géométrie analytique, quelle qu'elle soit, ayez certaines compétences en trigonométrie, parce que bon, ça va demander voilà, l'usage de la trigonométrie. Ça va demander aussi la connaissance des notions vectorielles. Hein. Donc, ne brûlez pas les étapes, revoyez la trigonométrie, revoyez votre trigonométrie, revoyez l'algèbre linéaire, revoyez au stade où vous en êtes. Parce que l'algèbre linéaire, elle peut-être veut dire, il y a différents stades, hein, différents. Voilà, il y a peut-être l'algèbre linéaire, la moyenne, la grande et la toute grande. Voilà. La toute grande algèbre linéaire n'est pas à la portée de tout le monde. Mais la petite algèbre linéaire, bon, résoudre un système de Cramer, c'est un système linéaire, bah, ça doit être à la portée de tout le monde. Hein. Alors, si on a, voilà, si on a deux équations à deux inconnues, bon, vous devez être capable de faire du Cramer. Voilà, c'est de résoudre un système d'équations linéaires à deux inconnus, deux équations à deux inconnus, trois équations à trois inconnus par Cramer. Bon, on ne demande pas plus. Hein. Maintenant, s'il faut plus, à ce moment-là, il faut s'adapter à l'algèbre linéaire que vous avez vu. Si vous avez vu plus que ça, ben, il faut vous adapter à plus que ça. Voilà, et on peut monter fort haut au niveau de l'algèbre linéaire. Donc la trigonométrie, l'algèbre linéaire, et bien sûr la géométrie vectorielle. Voilà, donc il faut connaître ça. Plus il faut savoir faire du calcul, parce que bon, ceux qui se trompent, si on se trompe, c'est pas grave, hein, du moment qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Donc on peut toujours rectifier. Maintenant,
quelqu'un qui se trompe et qu'il a faux tout le calcul parce qu'il s'est trompé partout, qui ne sait pas faire une mise en évidence ou qui n'arrive pas à aboutir à quelque chose, là encore une fois, il faut aller voir les compétences d'algèbre. Il faut des compétences d'algèbre. Donc, et le tout mis ensemble, ben, vous pourrez résoudre la géométrie analytique dans le plan. Donc, géométrie analytique dans le plan demande des compétences. Hein. Ça ne demande pas à venir faire de la géométrie analytique dans le plan alors qu'on ne sait pas faire une mise en évidence. C'est clair et net. C'est clair et net. Bon, donc cette vidéo ici va se concerner tout simplement les coordonnées cartésiennes. Coordonnées cartésiennes dans le plan. Alors ici je vais choisir, je vous ai dit qu'il faut définir un repère. Je vais prendre un repère dont tout le monde aura la même chose. Quand je dis tout le monde aura la même chose, c'est si vous êtes dans une classe, tout le monde doit avoir le même repère. Parce que s'il y en a un qui prend un repère s'il y en a un qui commence à prendre un repère comme ceci, il y en a un qui va prendre un repère comme ça, voilà, on s'en sort plus, hein. On s'en sort plus à ce moment-là. Tout le monde aura voilà, des points qui ne seront pas situés au même endroit. Hein. C'est normal, le système d'axe, il est pas le même pour... Alors, on va définir un système d'axe pour tout le monde qui est orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire. Et là, tout le monde, déjà, devra avoir, je dirais pas au même point, mais au moins une origine fixée, quelque part, mais au moins, tout le monde aura une orthogonalité au niveau du repère. Maintenant, avoir une orthogonalité ne suffit pas. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui prend une base qui est voilà, unité égale à 1 cm, et il y en a un, il va prendre unité, c'est toujours perpendiculaire, hein, mais il va prendre unité égale 2 cm. Alors si on va dire, alors il est orthonormé, hein, c'est-à-dire qu'on aura la même dimension ici du vecteur de base que celui-là. Là, on a la même dimension de vecteur de base que celui-là. Donc là, il est orthogonal. Orthogonal parce que perpendiculaire, mais il est normé parce qu'il a la même norme en x et en y. Mais le problème ici, c'est pas bon, parce que le problème, c'est que si je prends un 1, il y en a, il va le situer là, il y en a, il va le prendre, il va être 2 fois plus grand. Le 1, il va être là. Donc, pour éviter ça, ben, pour avoir que tout le monde ait le même base orthonormée, mais vous prendrez, tout le monde prendra la même unité. Alors, par exemple, le professeur fixera, par exemple, unité égale 1 cm. Par exemple. Ou tout le monde, unité égale 2 cm. Ou tout le monde, unité égale 3 cm. Mais il faut que ça soit harmonisé pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc là, j'aurai unité égale 1 cm. Mais là, je l'ai mal fait parce que je vais le rechercher. Il n'est pas bon. Si j'ai pas mis 1 cm pour l'autre, je vais faire une rotation. Voilà, là on a bien un repère orthonormé. Ce repère, vous l'appelez, je ne sais pas comment, vous l'appelez R. Vous l'appelez R pour repère, dont il a une origine et de vecteurs de base que je vais appeler I, point virgule, J. Donc j'ai O, I et J. Je me suis trompé. Le I est toujours... Je vais suivre le I, c'est celui-là. Et le J, c'est celui-là.
Et là, maintenant, vous pouvez avoir deux unités. Ben, c'est sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle l'axe des x ici. Et je peux donner voilà, une valeur en x et en y pour tout point. Alors comment? Par la géométrie vectorielle. Si je veux par exemple un point que je vais appeler, que je vais mettre là, je vais mettre là, je vais mettre là, 1, 2, 3, 1, 2, je vais appeler le point P. Alors le P maintenant, il possède une coordonnée. Pourquoi? Parce que au niveau vectoriel, je peux tracer le vecteur OP. Le vecteur OP, c'est le vecteur O, je vais appeler ça OQ. Donc OP, qu'est-ce que c'est? En vectoriel, c'est pour ça qu'il faut connaître la géométrie vectorielle. À partir de l'origine, OP, c'est égal, peut-être décrit comme deux vecteurs, OQ plus QP. Il s'agit tout ça, tout bonnement d'un triangle. Hein. Un triangle. OP, il est là. OQ, il est là. Et QP, là. Donc on a la géométrie d'un triangle. Et OP, ben c'est OP. C'est égal à. Là, on aura, je veux dire qu'on aura 3. Hein. OP, OQ, c'est 3 fois I. C'est 3 fois I. Donc en général, on aura K fois I. Ici, c'est 3. Hein. Plus QP. QP, c'est 2 fois J. Donc on aura K'J. Donc K, c'est la composante du vecteur au Q. K', c'est la composante du vecteur QP. K'. Donc vous aurez compris que la coordonnée ici vaudra K, K'. Maintenant, si j'appelais un point quelconque du plan X, je l'appelle X, pour ça peut-être un point quelconque. Voilà. Donc j'aurai XI. Voilà. C'est un point quelconque, X, quel que soit X appartenant au plan pi. Alors ici, j'ai un plan. Hein. Voilà, j'ai un plan. Tout ça, ça constitue un plan. Et X appartient au plan. Quel que soit X appartient au plan, c'est un point. Enfin, quel que soit le point P, je m'excuse, quel que soit le point P appartenant au plan, eh bien on peut écrire ceci. YJ. Donc, on dira que le point P a pour coordonnée dans le repère OIJ l'abscisse X et l'ordonnée Y. Quel que soit le plan P, ouais, ce sera les composants d'un vecteur pour lequel on a X fois I et Y fois J. Donc X c'est l'abscisse du point P et Q est l'ordonnée du point P. Et donc à tout point P correspond un système de coordonnées cartésiennes. Ça c'est les coordonnées, ce qu'on appelle coordonnées cartésiennes. XY, hein, les coordonnées cartésiennes composées donc d'une abscisse et d'une ordonnée. Et on n'aura qu'une seule abscisse et une seule ordonnée pour un point fixé dans le plan. On aura un seul
un seul X et un seul Y. Il existera un seul X et un seul Y. Donc à tout point P correspond à un système de coordonnées cartésiennes X et Y. Donc ça c'est un système de coordonnées. C'est un système de coordonnées cartésiennes. Et il n'existe qu'un seul X et un seul Y correspondant à P. Et inversement, ou réciproquement, à tout point P correspond un seul X et un seul Y. Ouais, je m'excuse, j'ai pas fait la réciproque là. Bon, je dirais que pour tout point P, lui correspond un système de coordonnées cartésiennes, XY, où X est l'abscisse, Y est l'ordonnée, et il existe bien sûr un seul X et un seul Y. Alors maintenant, inversement ou réciproquement, si il existe un seul X et un seul Y, mais il n'existe qu'un seul P pour qui aura ce système de coordonnées X et Y. Donc il existe un seul P. Et donc, bien sûr, ici, vous aurez XY, c'est un plan euclidien. Hein. XY appartiennent, voilà, ce sont des valeurs qui appartiennent à R. Si vous voulez, je peux écrire que X, Y, le couple appartient à R carré. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des coordonnées cartésiennes dans le plan, dans un plan euclidien? Pour avoir des coordonnées cartésiennes dans un plan euclidien, bien sûr, avec une référence qui est un système de référence orthonormé, il faut deux axes OX, OY. Alors, comme il est orthogonal, donc il faut deux axes OX, OY rectangulaires. Hein. Ça va vous donner toujours des rectangles. Là, ça va toujours donner des rectangles et bien sûr des triangles. Ça va donner des rectangles et des triangles. Toujours. Voilà. Donc, ça va donner donc deux axes OX, OY ortho qui sont rectangulaires, qui sont donnés dans le plan. À tout point P de ce plan correspond donc le vecteur OP et ses composantes. Donc, on a OQ plus QP. Et comme on a un système c'est-à-dire orthogonal, c'est-à-dire donnant un rectangle, eh bien, ce rectangle va former, ce rectangle va toujours former un triangle en le décomposant en deux. Parce que le rectangle, c'est, je vais le mettre ici, le rectangle, c'est OQP, ici je vais l'appeler T, OQPT. Voilà, le rectangle, c'est OQPT. OQPT, c'est le rectangle. Mais le triangle, c'est OQP. Donc, le système va donner un rectangle, mais par la formation des vecteurs, il va donner un système triangularisé. Il va donner un triangle. Et ce système triangularisé va donner l'abscisse et l'ordonnée. Donc, on va décomposer, si vous voulez, le rectangle OQPT en un triangle occupé. Et bon, j'aurais pu prendre le triangle. Alors pourquoi j'ai pris occupé? C'est pour avoir. Parce que j'aurais pu prendre OTP. OTP, c'est le même. Hein. Voilà. Occupé ou OTP, c'est le même. Hein. OT vaut PQ. Hein. Et TP vaut OQ. Ce sont des vecteurs équivalents. Des vecteurs équivalents. Donc que je prenne OTP ou occupé, en tout cas, du rectangle, on en forme un triangle pour former voilà, des composantes. Des composantes. Alors, pourquoi des rectangles? Parce que si j'avais pris un système qui n'est pas orthogonal, j'aurais eu un parallélogramme. Hein. Ben, là, on aurait toujours eu un triangle. On aurait toujours eu un triangle. On a toujours un triangle, mais on a un parallélogramme à la place d'avoir un rectangle. Or, un rectangle, c'est un parallélogramme avec quatre angles droits. C'est juste ça. C'est deux côtés parallèles 2 à 2 avec un angle droit en plus. Enfin, quatre angles droits au sommet. Voilà, donc
Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes dans le plan. Donc, il faut connaître la géométrie vectorielle. La géométrie vectorielle vous fournit, si vous voulez, bien sûr, il faut définir un système de un repère cartésien, un système orthonormé, hein, rectangulaire, orthonormé. Je vous rappelle que la norme I est égale à la norme J. Hein. Alors, le I et J vaut toujours 1. I égale J en norme. C'est toujours une unité. Maintenant, combien de centimètres que ça fait, ben, vous pouvez prendre 1 cm, 2 cm pour la norme. Ou 3 cm ou 4. Mais généralement, on met unité égale 1 cm. Et ça, c'est I égale J en norme égale une unité. Donc, ce qui veut dire que si vous faites un triangle rectangle ici, voilà, vous allez avoir, ici, vous allez avoir 1. Parce que I vaut 1, ça vaut 1. 1 au carré, ça fait 1. Plus 1 au carré, c'est du Pythagore. Hein. Ça fait 1. Et racine carrée de 1, ben, voilà, la norme ici vaut 1. Je vais l'appeler S. La norme de OS vaut 1. Donc, si vous voulez, le triangle occupé est 4 fois plus grand que S. On a une homothétie entre O, je vais appeler ORS et occupé. Il y a une homothétie, X 4 fois plus grand. Voilà. Enfin, ici, j'ai oublié de changer, c'est plus K, c'est X et Y. Alors, X, le point est défini par la coordonnée XY. Et donc on a deux triangles semblables, hein. Occupé et ORS, occupé et ORS sont deux triangles semblables. Voilà, je vous remercie.